Madame, Monsieur, bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Amadou Seignan. Il est consultant, formateur en gouvernance locale. Amadou Seignan, bonsoir. Bonsoir, Jean-Paul. Le régime actuel a engagé la phase de finalisation de la réforme de la décentralisation avec l'introduction des pôles territoires. Quel est, selon vous, l'intérêt fondamental de réorganiser tout simplement l'architecture du pays? Est-ce le prolongement ou la rupture définitive avec l'acte 3 de la décentralisation? Oui, j'ai eu la chance de... D'abord, je vous salue, je salue les téléspectateurs de la TFM. Et j'ai eu la chance de participer un peu aux tournées de concertation et de consultation initiées par le ministère dans les régions pour un peu présenter ce qu'ils avaient concocté comme début de projet des pôles territoires et un peu ce qu'il fallait pour la réforme de l'acte 4. Je dois avouer que je n'ai pas fait toutes les régions, mais quand même j'ai eu dans le comité scientifique comme au niveau des régions, eu la chance d'écouter les acteurs. Et le but ou l'objectif principal de cette réforme, c'est de parfaire la politique de décentralisation au Sénégal. En 96, avec l'érection des régions en collectivité territoriale, en 96, avec l'érection des régions en collectivité territoriale, le transfert de 9 domaines de compétences, un peu l'aménagement, le réaménagement du contrôle de légalité avec la suppression du contrôle d'opportunité. Cela s'est poursuivi, c'était en 96. En 2001, le président Wade a un peu parlé de provincialisation, ça n'a pas abouti. Et puis, parce que c'était lourd ou... Les Sénégalais n'avaient pas trop compris. Et en 2010, il a repris ça en nommant l'ancien maire de Dakar, paix à son âme, Mamadou Diop, comme ministre chargé de la provincialisation. Ça n'a pas abouti. Et en 2013, quand le président Macky Sall est arrivé, il a initié ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation en supprimant la région comme collectivité territoriale et un peu en érigeant le département comme collectivité territoriale. Vous savez, la région reste et demeure, mais en tant que circonscription administrative, c'est-à-dire n'ayant aucune personnalité morale, c'est juste un démembrement de l'État. Boudon nit le, je le dis en wolof, et Tchirou État là, ben Tchiram là. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on a supprimé la région, elle est restée circonscription administrative. Le département qui était circonscription administrative l'est toujours, mais devient en même temps collectivité territoriale, dotée d'une forte personnalité morale, qui participe au commerce juridique, avec une autonomie financière et administrée par des élus au suffrage, il y a des conseillers élus au suffrage universel. Et c'est pourquoi on parle de conseil départemental. C'était en 2013. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau régime, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle l'acte 4 de la décentralisation et avec, c'est important, les pôles territoires. Les pôles territoires qui embrassent soit une région comme Dakar, comme Thiès, comme Saint-Louis ou Matam, ou qui embrasse 2 ou 3 régions, comme Louga, Diourbel, comme la région de Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, ou Kaolack, Fatick et Kaffrine, et peut-être Tamba et Kédougou qui seront regroupés dans un seul pôle. Donc il y a cette volonté de parfaire la décentralisation, la politique de décentralisation en interrogeant le cadre institutionnel d'abord. Est-ce que les départements vont demeurer? Est-ce qu'on va supprimer, augmenter des communes? Je pense à Touba. Est-ce que la commune de Touba, avec 2 millions d'habitants, va rester uniquement une commune? Et je pense à tout cela. Selon vous, ça devrait évoluer. Elle est même érigée en ville. En ville, avec la création de communes en son sein, 8 communes par exemple, mais toujours est-il qu'il y a cette volonté d'améliorer et de parfaire avec une viabilité économique normale, une viabilité territoriale normale, le cadre institutionnel. Le cadre juridique, cela va de soi. Le cadre humain, est-ce qu'on va continuer à avoir le capital humain qu'on a aujourd'hui, malgré l'adoption de la loi portant fonction publique locale, qui a consacré une double mobilité, une mobilité verticale de la fonction publique d'État vers la
fonction publique locale et de la fonction publique locale vers la fonction publique locale. Ça veut dire quoi? Un conseiller de Palmarin ou de Joal, un agent de Palmarin ou de Joal peut dire je veux aller travailler dans la commune de Mourou. Un agent. Oui. Mais aussi un fonctionnaire de l'État qui a des compétences en planification, en fiscalité, qui habite à Passy, qui habite à Hauré, qui habite à Khombol ou à Mbam peut dire que moi je vais aller dans la fonction publique locale. L'objectif c'était de booster un peu le capital humain dans les collectivités. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Et donc il y a aussi le cadre financier, le modèle économique qui permet de financer le développement local. Est-ce qu'on va le faire? Donc il y a une réflexion qui est entamée depuis un an qui n'a pas abouti. Je dois l'avouer. Je dois le dire. Pourquoi? Non, il y a eu des concertations, mais il faut que les gens s'assoient un peu, s'assiedent pour un peu discuter et rédiger le texte. C'est ça qui reste. Avec les articles. Il faut rédiger, proposer aux acteurs, faire lors de la présentation de la métropole de Dakar, avait formulé des observations très pertinentes. Il avait même dit que ça ne fait pas l'affaire uniquement d'un seul ministère. Ça concerne tous les ministères. Et le lendemain, il a mis en place un comité pour continuer la réflexion. Quels sont les résultats de ce comité-là? Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, si on ne s'assoit pas pour écrire un texte, l'amener au niveau des acteurs, revenir vers le gouvernement qui propose ça à l'Assemblée, on ne peut pas avoir une bonne réforme. Nous sommes des militants. Nous voulons que le travail se fasse de façon très sérieuse, de façon très méthodique, de façon très scientifique, de façon multi-actorielle, en impliquant tout le monde, mais surtout pas dans la précipitation. Maintenant, sur le plan pratique, si la décentralisation passe à l'échelle des grands pôles économiques, est-ce que c'est pertinent d'organiser des élections locales en 2027 sur la base de l'ancien découpage, les communes et départements classiques? On l'a dit et redit, il y a à parfaire cette réforme de l'acte 3 de la décentralisation. L'actuel régime a manifesté la volonté de le faire. Oui. Le travail n'est pas encore arrivé à terme. Du moins, sur ce qu'on sait. Il faudra, pour moi, continuer la réflexion, aller en profondeur, mais écrire le texte. Le président de la République a reçu récemment, vendredi passé je crois, le ministre, le directeur des collectivités territoriales, mon frère Arona Ba, et les présidents des FETIER, c'est-à-dire le président de l'AMS, le président de l'UAL, le président de l'ADS, l'association des départements du Sénégal, pour un peu être informé de ce qui a été fait depuis un an. Quelles sont les conclusions de cette rencontre-là? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce qu'ils sont dans le temps pour pouvoir nous sortir un document qui peut être présenté aux acteurs et être validé? Est-ce qu'on est dans le temps pour aller vers ce qu'on appelle une adoption au niveau de l'Assemblée? Voilà où se trouve la question. Mais si une nécessité technique pour harmoniser le calendrier électoral avec l'installation de ces nouveaux organes territoriaux? Oui, ça va de soi. D'ailleurs, du point de vue historique, les différents motifs évoqués par les régimes qui se sont succédés ont surtout porté sur des réformes pour des nécessités techniques. On parle de 84. Même 84, il y a eu un léger report parce que c'était... Ah oui, c'était prévu le 18 mars 84. On a reporté jusqu'au mois de novembre. En 84. Donc il y a toujours eu des reports. Et même avant 84, on a reporté parce que les dernières élections locales avant 84, c'était en 1978. Et on a reporté parce qu'il y avait une réforme en 83. Cette réforme, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, c'est cette réforme qui a mis fin à la commune du Grand Dakar, qui englobait la région de Dakar. C'est cette même réforme qui a créé la commune de Dakar, la commune de Pikine et la commune de Rufisque-Bargny. Donc il y a eu ce prétexte de réforme-là pour un peu pousser les élections jusqu'au 18 mars 1983. 84. Mais malgré cela,
on a encore reporté jusqu'au mois de novembre 84. Et je pouvais remonter plus haut, parce que même en 73 et 72, vous savez, après les indépendants, il y a eu beaucoup on a créé beaucoup de communes à travers le pays. Entre 60 et 72, il y a eu beaucoup de communes qui ont été créées. Une commune qui est créée, alors que des communes, les mandats sont en cours, on organise une élection. Il y a eu des élections partielles à un certain moment de l'histoire du Sénégal. Il y a eu même une réforme de 72 pour la création des communautés rurales. C'était en 72. On a organisé des élections en 73 et en 72. Les élections locales. 72 pour Dakar, pour Thiès, parce que la création des communautés rurales avait été phasée. Oui. La première phase concernait les régions de Dakar et de Thiès. Et donc il fallait organiser des élections dans ces deux régions-là, des élections rurales. Des élections rurales et municipales dans ces deux régions, à des dates différentes. Donc 73, 72, il y a eu des élections, mais après on a harmonisé pour que toutes les collectivités territoriales voient leur instance être renouvelée à la même date. Ça devait se faire en 77. On a reporté jusqu'à 78. Ouais. Donc, et ainsi de suite. Donc après 84, on devait aller aux élections en 89. Mais il y a eu une contestation légitime entre guillemets, de l'opposition d'alors après les élections de 88. 89, il y a eu les événements avec la Mauritanie. Oui. C'était des prétextes pour reporter, mais le prétexte le plus évoqué, le motif le plus évoqué, c'était la réforme de 90, qui a... Je donne deux exemples de décisions qui ont été prises. C'est la création de la commune de Guédiawaye, qui est détachée de Pikine. C'est la création de la commune de Bargny, qui est détachée de Rufisque-Bargny. Et surtout, au plan financier, le président du conseil rural devient, pour la première fois, l'ordonnateur du budget, qui était du ressort du sous-préfet en 90. Ça a été une grande évolution. Oui, donc au lieu d'organiser les élections en 89, on a organisé ces élections en 90. Mais l'opposition avait boycotté totalement parce que l'opposition voulait qu'on modifie le code électoral. D'ailleurs, le ministre Ousmane Ngom en a parlé dans son livre qui vient d'être publié. Et 90, donc, on a eu les élections locales qui devaient, le mandat devait expirer en 95. Mais déjà en 1992, le président Abdou Diouf a annoncé la réforme de la décentralisation. Elle a parlé de régionalisation exactement le 3 avril 92, lors de son message à la nation. Donc, il y a eu une commission qui a été mise en place. À la tête, pour ce qui est du mouvement municipal, on avait notre papa Dabi Diagne, que je salue, et qui a été le porte-drapeau des militants de la décentralisation. Mamadou Diop, Jacques Diop, Thierno Birahim Ndaw, Kabirou Mbodj, Dabi Diagne, c'était le porte-drapeau, et Robert Sagna, ainsi de suite. Du côté de l'État, il y avait Khalifa Sall, il y avait Souti Touré. Il y a eu une discussion qui a duré, des échanges, 4 ans. 4 ans 4 ans. Ce n'est qu'en janvier 1996 que la réforme a été adoptée. Janvier 1996. Donc, et pour terminer, pour dire qu'il y a eu des reports qui ont toujours été motivés par des réformes. 96-2001, le président Wade arrive, il dit, moi, non seulement je reporte, mais je dissous tous les conseils municipaux et les conseils ruraux et municipaux et régionaux. Il a fait une dissolution générale. Les élections sont finalement tenues en 2002. Et de 2002 à 2009, il n'y a pas eu d'élection. Pour deux raisons. D'abord, puisque le mandat devait expirer en 2007, parce qu'on voulait faire coïncider cela aux élections législatives, ça n'a pas été opérant. Il y a eu une loi de 2007 qui a demandé qu'on reporte d'une année. Mais en 2008, il y a eu les inondations. Vous vous rappelez du plan Diakhaï? Oui. On a reporté pour des raisons d'inondation jusqu'en 2009. Et après 2009, les élections devaient se tenir normalement en mars 2014. Je rappelle que le renouvellement doit se faire 30 jours au moins avant l'expiration
des mandats à la 5e année après le renouvellement après le scrutin du renouvellement général des instances au niveau des collectivités territoriales. Donc on a en 94 décalé de 3 mois, ça s'est tenu en juin. 2014 jusqu'en 2022, 8 ans. Vous vous rendez compte? On a reporté en 2000, ça devait se tenir en 2019. 14 ans, 2014-2019, 5 ans. Ouais. Parce que le mandat dure 5 ans. 2019, on reporte parce qu'il y avait les élections présidentielles. L'élection présidentielle. Oui, on a reporté en 2020, il y a eu la Covid-19. On a reporté 2020, 2021, finalement les élections se sont tenues en 2022. Vous voyez que depuis 1964 jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'élections locales qui se sont tenues 5 ans après. Ouais. Pour diverses raisons, pour divers motifs. Le motif principalement évoqué, ça signifie que ça s'impose. Motif principalement évoqué, c'est les réformes administratives. J'ai expliqué les différentes réformes. Deuxième raison évoquée, c'est les calamités naturelles. Inondations ou Covid-19. Qu'en est-il pour cette année? L'État actuel, le régime actuel a initié depuis son arrivée une réforme appelée acte 4 de la décentralisation, avec véritablement des options fortes. Les pôles territoires qui vont toucher le cadre institutionnel. Donc forcément le cadre juridique, donc forcément il doit y avoir une modification des textes au niveau du code électoral. Parce que c'est vrai que c'est le code général des collectivités territoriales, mais avec des incidences sur le code électoral. Il y a donc cette volonté qui est là. Ouais. Est-ce que nous devons laisser tout ça et aller vers des élections? Si vous étiez en face des décideurs, est-ce que vous alliez préconiser un glissement technique du calendrier pour installer d'abord les fondations des pôles territoires, ou bien il faut respecter absolument le calendrier républicain au début de l'année 2027? Je crois que à leur place, d'abord moi je suis foncièrement convaincu qu'on doit respecter le calendrier électoral. Mais du point de vue historique, et dans les faits, dans la réalité, ça ne s'est pas déroulé comme ça au Sénégal. Donc, pour être conforme avec la réalité, on devait dire que le mandat des élus locaux doit durer 6 ans. Parce que c'est en fait ça. Légaliser cela, c'est ma première option. La deuxième option, c'est d'initier les réformes à temps. De ne pas attendre la dernière année des mandats pour initier des réformes. Cela aussi pose problème. Mais pour ce qui est du régime actuel, puisqu'ils l'ont enclenché, et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est ma position. Il faut aller jusqu'au bout. Le ministère a déjà enclenché quelque chose. La primature, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko, avait initié quelque chose. Je crois qu'il faut approfondir, aller jusqu'au bout, nous faire une très bonne réforme. La raison principale qui fait qu'on trébuche comme ça depuis longtemps, c'est qu'on n'a pas de politique de décentralisation. Je le dis ici avec fermeté. J'ai une fois, avec une sœur de la ville de Dakar, Rokhaya Fall, participé à un master exécutif de gestion des villes, de management des villes africaines. On avait un exercice sur les politiques de décentralisation. Parce qu'il y avait 25 auditeurs au niveau africain, on nous a demandé de sortir le document de politique de décentralisation, avec une planification, avec des échéances, avec des moyens financiers et techniques, avec des réformes qu'il faut faire au plan juridique. On n'a pas ça au Sénégal. On n'a jamais eu ça. Et c'est là où, grave, véritablement, parce qu'on a comme l'impression que chaque régime avec sa réforme. Cela pose problème. Donc, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout de leur logique, nous sortir une très bonne réforme. Pas dans la précipitation pour aller organiser des élections. Est-ce que le président est dans les délais actuellement pour... En tout cas, c'est serré. C'est serré. Il a convoqué, on n'a pas les résultats de sa rencontre avec le ministre, mais il a convoqué certainement, il voulait s'assurer que tout va se dérouler dans les règles. Mais au plus tard, espérons-le. Au plus tard, quand est-ce qu'on doit savoir? L'Assemblée a une session unique qui va être terminée bientôt. Et peut-être on va convoquer l'Assemblée en session extraordinaire pour adopter une loi
aussi au niveau du Code général des collectivités territoriales. Mais cette loi aura des incidences sur le Code électoral. Il faudra aussi aller vers une réforme du Code électoral pour être, si les pôles territoires doivent être des collectivités territoriales. Parce que c'est l'option du Premier ministre Ousmane Sonko. Et ici, on parlait surtout, quand le ministère faisait ses consultations, on parlait d'établissement public territorial. Quelle est l'option qui est prise? On ne l'a pas. Donc s'il décide d'avoir une option, il faut partager ça avec les acteurs, il faut communiquer sur ça, il faut faire le tour de la presse pour présenter cette réforme, pour que les Sénégalais qui doivent choisir leurs élus puissent comprendre sur quoi ils vont travailler. Donc tout cela devrait se faire normalement avant octobre, pour au moins se permettre de lancer le processus électoral et d'organiser les élections à date échue. Si on veut le faire, coûte que coûte à date échue. Sinon, laisser tout tomber à l'eau et organiser les élections avec les textes actuels. Si on veut le faire à date échue. Mais si on veut vraiment faire une réforme en profondeur, permettre d'améliorer la gouvernance locale, d'approfondir notre décentralisation. Vous êtes plus pour quelle option? Je suis plutôt pour qu'on améliore la gouvernance locale au Sénégal, continuer la réforme et surtout, du point de vue financier, améliorer les possibilités financières des collectivités territoriales. Du point de vue juridique, clarifier, parce qu'il n'y a pas que le Code général il faut harmoniser tous les textes. Le Code de l'environnement, le Code de l'habitat, il faut harmoniser tout cela pour que véritablement qu'on dépasse ces problèmes d'ordre juridique. Moi, je passe à la TFM tout le temps. Il faut clarifier tout cela, à faire un travail scientifique approfondi avec l'ensemble des acteurs et justement permettre aux acteurs de développer nos territoires. Parce que la finalité, c'est le citoyen. La finalité, c'est les territoires. Le Sénégal ne peut pas se développer d'en haut. C'est à la base. Donc, qu'on prenne le temps de faire de bons textes, de faire une très bonne réforme, de renforcer les collectivités territoriales. Et j'avais beaucoup aimé la consigne de Maître Wade à Mamadou Diop. Il lui avait dit, je veux des collectivités riches et fortes. C'était sa seule consigne. C'était très fort pour moi, dans la provincialisation. Donc, il nous faut des collectivités territoriales riches et fortes. Riches et fortes. Fortes dans le rapport avec l'État. Dans le rapport avec les démembrements de l'État. Dans les rapports, sans pour autant les piétiner. Parce qu'avec la charte de la déconcentration, il faut que notre pays marche sur ses deux pieds. Le pied de la déconcentration et le pied de la décentralisation. Mais faudrait-il pas, comme on l'a toujours constaté, que la marge de manœuvre des collectivités territoriales soit davantage réduite tout le temps par l'État ou ses démembrements. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la place de l'Indépendance que le maire Khalifa Sall voudrait réaménager. Il y a 1000 exemples dans ce sens-là. Je crois qu'une bonne réforme devrait tenir en compte tout cela et justement permettre au Sénégal de redevenir le pays phare, pionnier et un peu leader dans la politique de décentralisation comme on l'a été. Aujourd'hui, on était justement à la 8e place. Pendant longtemps, on était à la 1re place. Mais durant le dernier classement, on n'est pas en Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique. Tout entière? On est à la 8e ou 9e. On était premier pendant des années. Ah oui? Et aujourd'hui, on a trop traîné. Et pour moi, puisqu'on veut réformer, réformons, mais en profondeur et de façon très pertinente. De façon horizontale. Horizontale et verticale. Ouais. Très bien. Merci infiniment, Amadou Seignan, consultant formateur en gouvernance locale. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis de la maison. Et je crois que c'est le lieu pour moi aussi de rendre hommage au président Wade. J'ai eu l'honneur de le rencontrer à Versailles, lancer une politique de décentralisation en 2001 et vous l'avez rangé dans les tiroirs pour la ressortir en 2010. Je voudrais, parce qu'on connaît votre vision, votre perception sur les infrastructures, sur la diplomatie, sur l'éducation, etc. Mais sur la décentralisation, on n'a pas tout. Je voudrais véritablement que vous me donniez un peu quelques orientations par rapport à votre vision. Pendant 2 heures de temps, il n'a pas répondu. Quand il nous raccompagnait au seuil de sa maison,
je lui ai reposé la question, il me dit quand Karim sera président, il mettra ça en œuvre. Je ne sais pas jusqu'à présent. Et malheureusement, ce grand monsieur-là, qui est un grand intellectuel, malheureusement, c'est 100 ans, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de voir et de connaître sa vision de la décentralisation. J'ai comme l'impression que chaque président veut avoir sa décentralisation. Il faut une décentralisation du Sénégal. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour Soir d'Info. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.